Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, résumé des 10 épisodes précédents. Alors pas à la manière des séries télévisées, mais à la manière d'une espèce de condensation de substantifique moelle de ce qu'est le leadership. Alors, en disant ce qu'est le leadership, on va s'attendre à quelque chose de descriptif, mais il y a aussi du prescriptif, ce que doit être le leadership. Donc, c'est un mélange de ce qui est et de ce qui doit être. J'ai résumé ça en 6 attitudes et en 7 activités. Bon, les chiffres, c'est peut-être pour le SEO, mais c'est parce que je pensais que c'était vraiment la meilleure manière de résumer ça pour vous. Le diagnostic de ce nouveau leadership, ou de pourquoi est-ce qu'il faut définir le leadership, eh bien c'est parce que l'ancien style, qui a bien vécu, command and control, n'est plus nécessaire. Parce que, de facto, dans la réalité quotidienne des entreprises, des organisations, des institutions, des associations, le pouvoir est distribué. Vous avez si vous êtes, quelques centaines de personnes dans votre entreprise, vous avez des dizaines de personnes qui parlent à vos clients. Si vous êtes une institution, de soins à domicile par exemple, vous avez des dizaines de collaborateurs, de collaboratrices qui parlent à vos clients. Donc, vous ne pouvez plus imaginer que vous pouvez contrôler les faits et les gestes de chacun et de chacune. Donc, il faut changer de modèle. Alors, quel est ce modèle ? Eh bien, c'est un peu l'objectif de cet épisode. Comment est-ce qu'on crée un leader ou une leader ? Ce que j'ai appelé la genèse du leader ou de la leader. Eh bien, la genèse de ces personnes-là, donc de vous et moi, de nous tous, c'est l'histoire de vie. L'histoire de vie est importante, à mon avis même critique, pour ancrer un leadership. Parce que plutôt que de dire un style, alors oui, on fera un peu un style plus tard quand on parlera des attitudes, mais plutôt que de faire un style, c'est de se dire pourquoi je suis comme je suis, et donc me comprendre suffisamment bien pour découvrir comment j'utilise mon leadership pour servir les autres. Donc, c'est plutôt découvrir ce que je suis et ensuite le devenir. C'est le fameux « deviens ce que tu es » de Pindar, ou le fameux « amor fati » de Nietzsche, qui disent « mais nous sommes déjà quelque chose, il faut apprendre à le découvrir pour l'être complètement et pleinement ». Et donc pour ça, il faut étudier son histoire de vie. Alors ça peut aussi vouloir dire que la psychothérapie est un outil, mais le coaching, la réflexion sur soi, la lecture, etc. Nous ne sommes donc pas dans le développement personnel. Nous sommes dans la révélation personnelle. Et c'est pas pareil. En vous disant ici, prochain chapitre, les 6 attitudes du leader ou de la leader, il y en a 6. Pourquoi ? Parce que c'est un résumé, il pourrait y en avoir 7, il pourrait pas y en avoir 5, ça veut dire qu'on n'aurait pas résumé quelque chose qui a été prévu dans les 10 derniers épisodes. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas un des 6 ou 2 des 6 ? C'est pas grave en soi, même si effectivement, alors ça se développe dans le sens du développement personnel. Mais c'est d'abord, est-ce que j'ai ces qualités ? Et la réponse, à mon avis, pour la plupart des gens, est oui, parce que ce sont des qualités qui existent chez la plupart des gens. Donc découvrir qui nous sommes et ensuite le devenir. Alors quelles sont ces 6 attitudes ? Alors 6 attitudes résumées par 6 mots, 6 noms. Curiosité, vigilance, vulnérabilité, intimité, résilience, exemplarité. Je pense qu'il y en a 4 sur les 6 qui sont naturels, mais qui peuvent être cachés, ou comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Caché dans le sens aussi tordu, dans le sens déformé. La curiosité est une capacité humaine essentielle. C'est ce qui fait qu'on vit en société aujourd'hui, dans le type de société dans lequel on vit. Alors oui, on pourrait en faire la critique, peut-être pour une autre fois, mais la curiosité, chez les enfants, est présente chez tous les enfants. Elle ne peut être que bridée, voilà, c'est le mot que je cherchais. Tordue ou bridée. Donc la curiosité, nous l'avons toutes et tous. La vigilance. Ben oui, la vigilance, le fait d'être vigilant, c'est une capacité naturelle, puisque sinon nous ne survivrions pas. La vulnérabilité, c'est pareil. Elle peut être bridée, elle peut être supprimée. Dans le sens,
réprimés, mais nous sommes vulnérables. L'intimité, nous avons tous, alors à part les psychopathes, nous avons tous une capacité à l'intimité. Donc ces quatre-là, à mon avis, sont humaines. Et donc en disant curiosité, vigilance, vulnérabilité et intimité, nous disons juste les leaders sont des humains, qui simplement, alors peut-être, réalisent qu'ils ont ou qu'elles ont certaines de ces qualités, de ces attitudes. Les deux dernières, résilience et exemplarité, c'est plus difficile. Résilience parce qu'il faut avoir vécu des choses difficiles dans sa vie pour avoir développé une forme de résilience. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans mes formations, mes coachings, ont de la résilience parce que chacun de nous vit des moments difficiles. C'est rare. Alors, j'ai eu quelques exemples de gens qui disent, bah non, moi j'ai un parcours plat. Pas dans le sens inintéressant, mais dans le sens où il n'y a pas eu d'excroissance, de collines ou de creux. Donc la résilience ne vient pas forcément tout de suite. Et l'exemplarité, c'est lié à d'autres choses comme la confiance en soi, etc. Donc peut-être que c'est celle-ci qui est la plus difficile des 6 à obtenir. Donc curiosité, vigilance, vulnérabilité, intimité, résilience, exemplarité. Alors les activités, il y en a 7. Je les ai regroupées de la manière suivante. Alors pour chacune des activités, je vous donne 5 verbes avec un peu plus de détails, histoire d'illustrer. J'ai essayé de mettre au début à mon avis, les plus importantes, mais évidemment, il s'agirait d'étudier profondément, de manière approfondie, d'étudier comment mettre en jeu, mettre en action ces différentes activités. Alors, les 7 verbes sont voir, réfléchir, aligner, relier, challenger, soutenir, apprendre. Sur les 5, il y en a 2 qui forment ce qu'on pourrait appeler un couple dialectique. Ça veut dire un binôme qui pourrait être contraire, et c'est justement dans la discussion entre ces deux contraires que va émerger quelque chose d'intéressant pour son leadership. Vous les avez reconnus, les 2 binômes qui peuvent être antagonistes sont alignés et reliés, puisque quand on aligne, on force, on dirige, alors que quand on relie, on est plutôt dans la dimension ronde et harmonique plutôt que dans la dimension décisive. Mais ces 2 sont essentiels. Et les 2 suivantes, c'est challenger et soutenir, évidemment. Puisque quand je challenge, alors d'une certaine manière, je soutiens l'autonomie, mais des fois, le challenge, il est difficile à vivre pour les gens. Donc on pourrait avoir l'impression que si je challenge, je ne peux pas soutenir. Eh bien non, nous devons challenger et soutenir en même temps. Donc, voir, réfléchir, ensuite le couple aligner-relier, ensuite le couple challenger-soutenir, et ensuite apprendre. Alors allons voir dans ces 7 ce qu'il s'y trouve. Le premier, voir, alors c'est une espèce d'ordre chronologique, puisque avant de pouvoir faire le reste, il faut voir, mais ce n'est pas une ligne. Ce serait au pire un cercle, ou alors carrément des espèces de zones qui s'entrechoquent et qui s'entrecroisent, puisque chacune des activités, évidemment, va avoir une influence sur les autres. Mais j'ai mis voir en premier, pour nous mettre en appétit, parce que c'est aussi la plus logique à mettre en premier dans une liste. Voir, qu'est-ce que ça veut dire? Aller sur le balcon. Nous en avons parlé de cette image du leader qui doit aller sur le balcon, voir ce qui se passe sur le dance floor, comme on dit, sur la piste de danse. Donc aller sur le balcon, faire l'hélicoptère, prendre du recul. Ces 3-là disent la même chose. Je dois être capable de danser et d'être sur le balcon. Je dois être capable de prendre du recul. Je dois être capable de faire l'hélicoptère. 2 autres manières de voir, écouter les clients, écouter le marché. C'est évident pour les entreprises, ça l'est peut-être moins pour des fondations, pour des institutions, pour des associations. Aller sur le balcon, faire l'hélicoptère, prendre du recul, écouter les clients, écouter le marché. Rien de très révolutionnaire, mais je pense que ça méritait quand même d'être dit. Voir est le premier verbe, le deuxième c'est réfléchir. Du coup, quelque part dans cette espèce d'ordre chronologique, une fois que j'ai vu, je peux réfléchir. Réfléchir, c'est interpréter les changements observés. Puisque j'ai pris du recul, j'ai pu voir ce qui se passe. Donc interpréter les changements observés, identifier le challenge existentiel, souvent il y en a un pour chaque entreprise, chaque organisation, déceler les récurrences, les schémas, utiliser la prospective pour peut-être en créer et voir comment est-ce que notre entreprise réagirait par rapport à certains de ces schémas, et puis faire des simulations mentales de ces différents schémas. Donc, interpréter les changements observés,
identifier le challenge existentiel, déceler les récurrences, utiliser la prospective, simuler mentalement. Ensuite, le premier binôme contradictoire, aligner-relier. Alors je commence par aligner, mais on pourrait commencer par relier. Aligner, c'est choisir les problèmes prioritaires. Puisque nous avons identifié quelque part le challenge existentiel, nous allons pouvoir choisir les problèmes prioritaires à régler. Créer les images motivantes d'une direction désirable. C'est un énorme facteur d'alignement. Si cette image motivante n'existe pas, les énergies peuvent être complètement décorrélées. Dans aligner, il y a aussi raconter, convaincre, expliquer. Nous sommes des raconteurs d'histoire. Dans aligner, il y a assigner les problèmes qui tombent dans les zones grises. Ce dont personne ne veut s'occuper, eh bien nous les assignons. Et enfin, maintenir une discipline attentive. Aligner, c'est difficile, ça demande de l'énergie, et les gens qui sont sur le dance floor peuvent pas forcément voir qu'ils sont décorrélés. C'est donc à nous de leur rappeler cette discipline attentive de la corrélation, de l'alignement vis-à-vis des objectifs, de la vision ou de la raison d'être de l'entreprise. Donc aligner. De manière peut-être un peu opposée, relier. Organiser du temps pour les conversations. Construire des relations tous azimuts, y compris avec l'extérieur de l'organisation. Développer la négociation et la recherche d'alliances. Vous voyez qu'on est plutôt ici dans la construction, alors que quand on convainc dans l'alignement, on est plutôt dans la victoire. Faire se parler les différents métiers de l'organisation, briser les silos, c'est un peu synonyme, et puis cartographier les parties prenantes et les comprendre avant d'agir. Ça, c'est relié. Donc vous voyez comme aligner et relier peuvent se parler et produire des couples d'actions qui sont vraiment intéressantes. Par exemple, dire je vais créer les images motivantes d'une direction désirable et cartographier les parties prenantes et les comprendre avant d'agir. Je peux par exemple raconter et développer la négociation. Donc associer des actions de ces différents binômes peut être une manière intéressante de faire progresser l'organisation. Donc aligner et relier. Binôme suivant, challenger et soutenir. Alors je commence par challenger, mais de nouveau on pourrait commencer par soutenir. Challenger, poser les questions qui piquent. L'empêcheur de tourner en rond, c'est le leader ou la leader. Ne plus solutionner. Vous avez peut-être remarqué dans les verbes que nulle part on parle d'opérationnel. On parle de régler les problèmes. On parle d'être actif, dans le sens opérationnel du terme. Le rôle d'un leader, pour moi, il n'est pas dans l'opérationnel. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas, mais c'est pas son rôle. On peut le faire pour donner un coup de main, on peut le faire parce que l'entreprise en a besoin, on peut le faire parce que, mais ce n'est pas notre rôle essentiel. Donc oui, ça veut dire que par exemple un chef d'équipe, il est peut-être, je sais pas, polymécanicien ou elle est peut-être polymécanicienne 80% de son temps, mais quand elle est leader, elle se base sur ces 6 attitudes et ces 7 actions. Donc, challenger, ne plus solutionner. Ce n'est pas à nous de trouver des solutions. Si les membres de notre équipe ne sont pas compétents pour trouver des solutions, nous avons de gros soucis à nous faire. Donc, poser les questions qui piquent, ne plus solutionner. Laisser filtrer la pression pour reconnecter l'organisation aux réalités du marché. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire, surtout avec le verbe soutenir qui va venir après, mais il est utile que les gens se rendent compte de ce que ça veut dire. Je suis une fondation je sais pas moi, qui obéit à un contrat de prestation de l'État. Je peux avoir l'impression que parce que c'est l'État, bon, on est tranquille, on n'a pas besoin de trop se remettre en question. Bien non, je dois laisser filtrer la pression pour reconnecter l'organisation aux réalités du marché. Faire émerger les conflits et les utiliser comme opportunité d'apprentissage. Alors, je l'ai mis dans challenger, on pourrait aussi le mettre dans apprendre, évidemment. Mais là, l'idée, c'est de faire émerger les conflits, c'est de les mettre en lumière, en posant une question peut-être d'ailleurs. Et enfin, 5e activité, challenger les rôles actuels. Tout ce qui est habitude, donc les rôles actuels, les règles inutiles, les hypothèses tenaces, tout ça, c'est à nous de challenger. Elle dit, mais ça, c'est encore utile? Pourquoi est-ce qu'on le fait comme ça? Plutôt que d'utiliser les rôles, les règles et les hypothèses comme symbole de notre pouvoir, eh bien, nous devons les challenger pour faire progresser l'organisation. Pour opposer challenger à soutenir, du coup, soutenir essentiellement, c'est réguler la détresse. C'est réguler le stress, c'est réguler les gens qui n'en peuvent plus, qui sont fatigués, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. Donc réguler la détresse. Encadrer les voix dissonantes et non pas les faire taire. La voix dissonante est une voix qui peut nous aider à voir plus loin, premier verbe.
Une voix dissonante peut être une voix qui nous permet de nous relier. On peut imaginer un agent technico-commercial, un vendeur, qui est une voix dissonante dans l'entreprise parce qu'il nous pousse aux fesses en nous expliquant ce que le client veut. Eh bien, encadrer ces voix dissonantes est une manière de soutenir le collaborateur ou les collaborateurs en question. Donc, les soutenir, les collabs, dans leurs efforts d'adaptation, une manière de les soutenir tout à fait active. Organiser des meetings safe zone, zone sûre, où tout peut être discuté, est une manière de soutenir le collaborateur, la collaboratrice dans l'expression de ses difficultés. Et puis enfin, inclure les linezaggers très tôt dans un processus de décision est aussi une manière de les soutenir. C'est un petit peu comme encadrer les voix dissonantes, si vous voulez. Donc soutenir. Donc, de nouveau, en même temps, poser les questions qui piquent et réguler la détresse. Je ne peux pas que challenger ou que soutenir. Je dois challenger et soutenir. Et enfin, dernier verbe, apprendre, évidemment, sans aucune surprise, on vous bassine avec ça depuis quelques années. Apprendre, c'est avant tout poser des questions. Et vous voyez que ça va bien avec notre attitude de curiosité. Poser des questions. Vous êtes des poseurs de questions et pas des trouveurs de solutions. Apprendre, c'est aussi absolument tout débriefer tout le temps. Tout débriefer, les fins de projet, les fins de processus, les fins d'activité, les fins de période, tout doit être occasion de débriefer. Troisième action, récompenser les bons processus plutôt que les bons résultats. Puisqu'un processus nous permet d'apprendre. Un bon résultat, on a peut-être eu de la chance. Faire des audits d'apprentissage plutôt que des audits de qualité. Et enfin, créer de nouvelles façons d'approcher les problématiques. Introduire de nouvelles manières de faire permet d'apprendre. Voilà, quel voyage. 6 attitudes. Curiosité, vigilance, vulnérabilité, intimité, résilience, exemplarité. 7 activités. Voir, réfléchir, aligner, relier, challenger, soutenir et apprendre. Pour faire le résumé du résumé, je me suis dit que je pouvais vous donner trois images. Passer du Chief Order Officer au Chief Chaos Officer. C'est toute l'idée de challenger, de proposer de nouvelles manières de faire, d'apprendre. Autre résumé du résumé, devenir un Chief Conversation Officer. Donc on est chargé d'organiser le temps dans lequel on peut réfléchir et converser. Et puis finalement la dernière, qui est celle qui me plaît le plus. Penser à soi en tant que leader comme à une jardinière. Quelqu'un qui s'occupe d'un jardin plutôt que quelqu'un qui s'occupe d'une machine. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. La semaine prochaine, on passe à quelque chose d'autre. À bientôt. Au revoir.